What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit, et j'ai le droit de répondre. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances? J'espère que le gâteau était bon. Win, the yes, need the no to win, again the no. Je suis le bruit et la fureur. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. C'est de la poudre de perlimpinpin. Jeanne, au secours! Au revoir. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 65e épisode de Divergence sur Divergence Politique. Aujourd'hui avec Olivier Rouault, Xavier Moreau. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bien le bonjour. Eh bien, aujourd'hui, messieurs, on va parler de deux sujets centraux de cette actualité. On va parler de l'Iran qui se prépare à être frappé par les États-Unis et à répliquer au demeurant. Et puis, on ira un petit peu côté ukrainien pour voir un petit peu, Xavier, notamment avec toi, qu'est-ce qui se passe du côté d'Abu Dhabi, qu'est-ce qui a été dialogué. On a vraiment des sons de cloche complètement divergents sur une paix qui était vraiment très proche dans la perception américaine, quelque chose côté ukrainien qui est un petit peu moins clair, et côté russe, eh bien, on a l'impression que très clairement, il n'y a pas une volonté du tout d'atténuer les passions côté ukrainien. Voilà, alors on en parlait et c'est le premier mot, le premier thème de cette émission. L'Iran, on le voit très clairement, les États-Unis, la semaine passée, se sont armés tout autour de l'Iran. On l'a entendu hier dans le discours de Donald Trump qui est passé heure française, il devait être 23h heure française, qui a pris l'antenne à la Maison-Blanche pour parler de différents sujets. Alors, il a parlé santé, il a parlé politique nationale, il a parlé de Cuba, Xavier, Cuba qui devient une menace pour les États-Unis, à cause des Chinois et des Russes toujours, hein, Xavier. Est-ce que Cuba est le prochain pays soumis? À moins que les Russes décident d'y remettre des missiles comme à l'époque de John Kennedy, je pense pas. Je pense qu'on est plutôt dans du Trump et dans de la doctrine Monroe. C'est trouver des prétextes pour installer son hégémonie sur l'ensemble du continent américain. Alors, c'est vrai que tu as raison. C'est la stratégie Monroe, c'est-à-dire on ne parle pas de national, en tout cas pas sur les points qui fâchent. Il n'a pas parlé du tout de Minneapolis. Pour ça, il a envoyé hier également quelqu'un d'autre, un de ses émissaires, parler de la situation sur laquelle il a critiqué quand même vivement le ICE. Il a mis à pied les personnes qui étaient concerné dans le cadre du meurtre de, comment il s'appelle, Perry, l'opposant politique qui s'est fait abattre semaine dernière. Et puis, il a dit que ça se passerait mieux à l'avenir, etc. Donc ça, il a envoyé quelqu'un d'autre le faire. Il n'a pas parlé de sa politique nationale sur les points de vue qui fâchent. Il a parlé, effectivement, pour la politique internationale de l'Iran. Et, clairement, il va y avoir des frappes. Elles sont sur une question d'heure. Justement, je te renvoie la balle, Xavier. Est-ce que c'est une question d'heure ou est-ce que toi, tu ne penses pas que Trump va frapper en Iran? Comment tu vois les choses? Grand bloc je vais faire un parallèle avec l'Ukraine, en fait, la manière dont le conflit a démarré en 2022 et de la manière dont il a duré. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui jouent. Il y a les acteurs irrationnels, et l'Occident, les acteurs occidentaux, la plupart sont irrationnels et mal informés. Et si jamais Donald Trump décide de frapper, ça veut dire que Netanyahou, une nouvelle fois, lui a réussi à lui vendre le fait que s'il frappait, ça provoquerait un changement de régime. Donc ça, c'était le but de la dernière opération de cet été, qui a complètement échoué, puisque même après avoir décapité une partie des autorités iraniennes, eh bien, finalement, au contraire, le pays a fait bloc autour du régime. Et là, je ne vois pas ce qui pourrait changer la donne. Peut-être vont-ils essayer de jouer des séparatismes, azéris notamment, mais le président iranien est d'origine azérie. Donc je vois pas trop où il va. Je ne sais pas si lui-même voit exactement où il va. Je pense qu'il est sous la coupe
des néoconservateurs. Mais bon, on verra si jamais ils décident de frapper. Mais ça veut dire, donc, soit il est mal informé, soit ils sont irrationnels. C'est-à-dire que, après tout, bon, bah, comme on perd le contrôle de la situation à l'intérieur, finalement, on est quand même relativement tenu en échec au Venezuela, relativement tenu en échec. On voit très bien aussi qu'un des conflits dont on pensait qu'il avait été résolu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, finalement, n'est pas résolu. On a eu cette rencontre entre Sassou Nguesso, donc du Congo-Brazza, et Tshisekedi de Congo-Kinshasa, et on s'aperçoit que rien n'est résolu. Donc, toutes ces entreprises de paix qui auraient dû être résolues ne le sont pas. Alors, si entre le Pakistan et l'Inde, a priori, c'est par partie, mais globalement, il y a plus rien qui fonctionne. Et là, si jamais il démarre des frappes, c'est extrêmement risqué. C'est vraiment, je considère ça comme un acte irrationnel, parce que on ne sait pas le niveau de la riposte iranienne. Je ne sais pas si ces images sont vraies, mais on a quand même vu un drone iranien survoler le porte-avions américain. L'Iran, c'est pas l'Irak de 2003. Ça n'a rien à voir. Et surtout, ils ont des moyens de frapper, et on l'a vu lors de la guerre des 12 jours, ils ont des moyens de frapper sur, je dirais, le pays qui est à l'origine de cet affrontement, c'est-à-dire Israël. Et Israël, c'est 2 départements français. Donc, il peut être, c'est 4 villes qui peuvent être complètement rayées de la carte à coup de missiles. Il n'y a pas besoin que ce soit nucléaire. La masse est là, et ça va encore coûter surtout des milliards aux contribuables américains. Je rappelle que lorsqu'il y avait eu une riposte iranienne, donc les États-Unis, la France également, avaient participé à la protection du ciel israélien. On avait estimé que c'était entre 700 millions de dollars et 1 milliard la nuit. Donc, si là on est parti pour encore plusieurs jours comme ça, voilà. Donc je peux pas dire. J'ai du mal à croire que Trump puisse atteindre ce niveau d'irrationalité ou d'intoxication, mais voilà. C'est ce qui est clair, c'est que si jamais il démarre ça, il rentre dans une phase qu'il pourra difficilement contrôler, et qui finalement se retournera contre lui, parce que soit la victoire est totale, c'est-à-dire changement de régime, ce qui à mon avis n'arrivera pas, soit finalement il va bombarder, Israël va se prendre des bombes, les bases américaines dans la région vont se prendre des bombes. Si en plus les Iraniens arrivent à taper un porte-avions ou un navire américain, alors là, et surtout, quoi qu'il arrive, ils ne pourront pas débarquer. On n'est pas en Irak en 2003. L'Amérique n'en a plus la capacité, et l'Iran d'aujourd'hui n'est pas l'Irak de 2003. Ce qui est exactement la cible, puisque l'Iran a très clairement ciblé le porte-avions USS Lincoln. Olivier, hier on entendait justement côté israélien des informations qui notifiait que finalement l'Iran avait pu reconstituer l'ensemble des stocks qui avaient été détruits pendant cette fameuse guerre des 12 jours sur les missiles à moyenne portée, ceux qui peuvent justement toucher Israël. L'Iran semble véritablement, alors je dirais beaucoup moins important militairement que les États-Unis, ça c'est pas une question, mais semble quand même être un acteur tout à fait en capacité d'infliger des dégâts militaires aux États-Unis de manière conséquente. Est-ce que c'est le cas un petit peu sur la partie militaire ? Est-ce que toi tu perçois que l'Iran puisse avoir une réaction malheureusement qui apporte des pertes humaines aux États-Unis en nombre ? Pour moi, c'est certain. D'abord, je considère que notre ami Xavier a dit absolument tout déjà, et il l'a très bien dit. J'adhère à tout ce qu'il a dit. J'ai peut-être fait une rapide digression. Il y a 2 points qui ont attiré mon attention. Le premier point, on n'a pas parlé tellement des efforts diplomatiques considérables qui sont déployés actuellement dans, pas le monde entier, mais dans de nombreux pays, pour intervenir entre l'Iran et les États-Unis. On ne sait pas exactement ce qui s'y dit ni ce que ça peut provoquer, mais Abu Dhabi, la Turquie, le Qatar, la Russie, l'Italie, toutes seules d'ailleurs en Europe, travaillent énormément sur les efforts diplomatiques, et on peut imaginer que Trump soit sensible à ça, ou que ça puisse jouer un rôle, on peut l'espérer en tout cas. Un autre point, je crois que c'est Alexis qui l'a dit tout à l'heure, ça ressemble un peu à l'Ukraine, je crois que c'était une allusion à l'information en Europe. C'est vrai qu'en Europe, on voit bien que les Européens, les Français comme d'habitude, pédalent dans l'information. Ils réagissent plutôt sur la notion
de droits de l'homme, de crimes contre l'humanité, de choses qui ne sont pas toujours parfaitement crédibles. En revanche, personne n'y dit la manipulation provoquée par les Américains dans les manifestations de masse en Iran, la tentative de faire revenir le fils Pahlavi, comme on avait fait venir son père d'ailleurs, et comme on l'avait fait partir, on le fera partir aussi. Et ces choses-là ne sont pas tellement étudiées. Pour revenir à la capacité de, on va dire, de nuisance de l'Iran, elle est énorme, considérable, et il ne travaille qu'à ça depuis très longtemps. Mais je pense que ce que les Américains craignent, ce n'est pas tant une attaque sur leurs intérêts à eux, mais plutôt sur Israël. Car à mon avis, la première bombe qui est envoyée par un porte-avions américain sur Iran déclenche un tir non pas sur le porte-avions, mais sur Tel Aviv. Et je pense que c'est plutôt ça que craignent les Américains. Alors, je te remercie, excuse-moi, j'ai un problème à retrouver le bouton des caméras. Alors, j'entends ce que tu dis, je suis moins d'accord avec toi parce que je pense que toucher un bâtiment militaire américain, en termes de perception internationale, et particulièrement s'il pouvait toucher un sous-marin, on a vu les vidéos faites en animation, en intelligence artificielle, où ils montraient leur capacité à couper en deux, alors prétendue capacité à couper en deux un porte-avions, ce serait un message mondial avec un impact incroyable. Donc je pense que c'est peut-être une cible prioritaire, ce qui n'empêche pas que Israël reste une cible. Xavier, justement, Olivier a parlé d'un point important, c'est la diplomatie. On a vu effectivement durant ces derniers jours beaucoup d'éléments diplomatiques qui se mettent en route, côté chinois, côté russe. On a parlé hier, je rappelle qu'on est vendredi matin au moment où on enregistre cet épisode, donc hier jeudi, on entendait parler éventuellement d'opérations d'essais militaires conjoints, justement, avec la Russie et la Chine, globalement aux alentours de lundi. Est-ce que c'est une volonté, notamment, et puis on a vu hier soir, dans la nuit, ça a été suivi notamment un avion du gouvernement iranien qui arrivait à Vnukovo, l'un des aéroports de Moscou. Est-ce qu'on sait d'ailleurs qui était dans cet avion à l'heure actuelle, où on n'a toujours pas d'éléments concrets de qui était dans l'avion et pourquoi? Voilà, double question, la diplomatie russe et chinoise, et puis le fameux avion. Déjà, sur les manœuvres, en fait, il y a déjà eu des manœuvres entre l'Iran, la Chine et les États-Unis et la Russie. Ça, c'est pas nouveau. La position de Vladimir Poutine et du Kremlin, elle a été répétée à plusieurs reprises, c'est-à-dire que il demande aux acteurs de la région de se contrôler, c'est-à-dire en gros, il demande à Washington de se contrôler, puisque l'agressivité ne vient évidemment pas de la part de l'Iran. Le problème fondamental, c'est Israël. Je vois pas ce que Washington va faire dans cette région-là. Et en plus, les conséquences, si jamais il y a une offensive américaine, en tout cas des bombardements commençaient, elles seront très graves, mais surtout pour l'Europe, puisque le pétrole de la zone, il va essentiellement en Europe. Les Américains sont autosuffisants en matière de en matière de pétrole quasiment, et ils n'utilisent pas ce pétrole qui vient de cette région-là. La Russie non plus. Donc, ce sera extrêmement grave pour toute une partie de l'économie mondiale. Et d'ailleurs, on est quand même étonné du silence des Européens et au contraire de cette espèce d'alignement, puisqu'il y a eu cette décision de déclarer les gardiens de la révolution comme organisation terrorisme. Donc, à quoi ça sert? Quel est l'intérêt? Ils s'imaginent quoi, que ça va leur faire peur? Donc, en fait, c'est une fois de plus une volonté de s'aligner derrière Washington sans prendre en compte les conséquences qui peuvent être très graves économiquement pour l'Europe si jamais la région bascule dans la guerre. Donc, je crois que oui, les Russes sont tout à fait capables de faire les intermédiaires. On a vu là l'extrême pragmatisme de la politique étrangère russe, et il y a quand même une relation privilégiée entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Donc, on peut espérer. C'est pour ça que le pire n'est jamais certain. Et on peut espérer que la Russie joue un rôle, voilà, puisque elle aussi, encore une fois, à la limite, si jamais la zone bascule dans la guerre, pour la Russie, c'est du pain béni pour les prix du pétrole.
Là, ça va avoir des conséquences. Et pour Washington, alors pour les producteurs de schiste américains, ce sera une bonne chose, mais pour le consommateur américain, ce sera une catastrophe aussi, parce qu'évidemment, l'augmentation des prix générales, eh bien, va avoir des conséquences sur le prix à la pompe. Et on sait, à la veille des mi-termes, que c'est ce qui conditionne largement comment dirais-je, le vote de la population américaine. Alors, c'est absolument vrai. Et en plus, on a déjà une modification sur le marché du prix du pétrole avec ce qui s'est passé au Venezuela. Je rappelle que cette semaine, d'ailleurs, notamment, Trump parlait du Venezuela et du pétrole, où il disait, bah, finalement, c'est à nous, c'est officiel. Et il a où il a demandé aux entreprises américaines immédiatement là de se déplacer sur les différentes plateformes offshore et en tout cas à Caracas pour pouvoir matérialiser la politique américaine sur la question du pétrole. Et donc, on a appris cette semaine, concernant le pétrole, Xavier, qu'effectivement, les États-Unis décideraient des barils, de ce qui serait fait, etc. Donc là, ça y est. Ah, mais c'est même pire que ça. Marco Rubio vient de déclarer que c'est les États-Unis qui décideraient comment serait employé l'argent du pétrole. Lunaire. Complètement. Alors, j'essayais de retrouver en même temps qu'on parlait le prix exact, parce que je l'avais vu, j'arrive pas à retrouver le chiffre exact, mais le chiffre est incroyable. Le coût que représente en fait le stationnement militaire journalier en dollars autour de l'Iran, le coût est faramineux. Donc, effectivement, je rejoins ce que tu dis, Xavier. En fait, Trump est trop avancé maintenant. Il ne peut pas faire marche arrière parce que, premièrement, c'est sa crédibilité, même si on peut jauger de sa crédibilité. Et puis, deuxièmement... Alors, attends, je voudrais juste, si tu me permets, faire une petite nuance. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, avoir, je crois qu'ils en ont 11 porte-avions nucléaires, ça coûte cher. Que tu les envoies en mission sous forme de groupe aéronaval ou pas, quoi qu'il arrive, ça coûte extrêmement cher. Donc, c'est pas parce qu'ils sont qui sont sur place que ça va coûter beaucoup plus cher que ce que ça coûte habituellement. C'est le problème d'ailleurs de l'armée américaine, c'est qu'en fait, c'est une armée qui coûte extrêmement cher, quoi qu'il arrive, à cause de ces porte-avions. Il faut s'imaginer que porte-avions nucléaire américain, ça pourrait alimenter en électricité une ville de 250 000 habitants. Donc en fait, il y a le fait qu'il les ait envoyés sur place ne veut pas dire quand même que ça va basculer. Il y a encore un espoir. Prions. Il y a encore un espoir qu'il n'aille pas jusque-là. Justement, s'il y a suffisamment d'acteurs rationnels autour de lui, je crois vraiment en J.D. Vance. Je pense que c'est quelqu'un qui peut lui faire entendre raison. Je pense qu'aussi Marco Rubio, lui, son obsession en tant que Cubain, c'est plutôt l'Amérique du Sud, et donc il pourrait essayer de le ramener à la raison. Et voilà, alors en même temps, le pire n'est pas certain, et l'argument de dire ça coûte tant de millions de dollars n'est pas, à mon avis, si décisif que ça. Parce que quoi qu'il arrive, 11 porte-avions nucléaires, ça coûte très très cher. Oui, ça c'est certain, je suis d'accord avec toi. Alors, Olivier, petite question quand même, qui a été abordée par Xavier. C'est de toute façon, quel est l'objectif final? Si c'est le pétrole, bon là c'est compréhensible. Téhéran et je crois, Xavier, si j'ai une bêtise, deuxième pays producteur, l'Iran. Non. Les trois premiers, c'est États-Unis, Arabie Saoudite, Russie. Et Venezuela. Venezuela, c'est le numéro les réserves. Les réserves, encore une fois, annoncées par le Venezuela soi-même. Donc, on ne sait même pas si c'est vrai. Ouais. Et même, par exemple, ceux qui disent la dépendance de la Chine, ni le Venezuela ni l'Iran ne sont dans le top 10 des fournisseurs de la Chine. Les premiers, c'est la Russie, notamment, et c'est l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc en fait, ce serait surtout grave pour l'Europe. Encore une fois, puisque nous, on est extrêmement dépendants des livraisons de pétrole par le détroit d'Ormuz. Et si les Iraniens bloquent le détroit d'Ormuz, alors là, ça va faire mal. Et c'est pour ça que les Européens devraient se bouger, bien plus, au lieu de prendre des décisions aussi stupides que de déclarer que les gardiens de la Révolution sont une organisation terroriste. Mais il ferait mieux d'aller voir Donald Trump. Puis ils ont pris l'habitude de le supplier, donc il continue comme ça, en lui demandant de se calmer et de rien faire. Mais visiblement, là, c'est plutôt la Russie qui est
qui est en train de négocier, qui d'ailleurs elle-même fait on peut en parler, mais fait des concessions, puisqu'a priori il y a une trêve énergétique. Ouais, on en parlera. Alors, grande Donc voilà, victoire ça de peut être Donald Trump. peut-être qu'il se passe quelque chose de global, mais je pense que là, la Russie a un rôle à jouer extrêmement important. Alors Olivier, je reviens à ma question. Finalement, Xavier, on parlait, si on occulte le pétrole, alors l'Iran reste quand même un acteur majeur sur la question du pétrole au niveau mondial. Donc si on occulte les intérêts américains économiques, le leitmotiv initial de Donald Trump, c'était de soutenir la révolution. Il l'a dit aux manifestants, il a dit sortez dans la rue, manifestez, on arrive pour vous... Pour garantir votre sécurité. Bon, résultat, il n'a rien fait. Est-ce que les États-Unis ont la capacité, ceci étant, de changer, de renverser le régime, puisque c'est de ça dont on parle véritablement? Est-ce qu'il y a une capacité à changer le régime, simplement ne serait-ce qu'à assassiner Khamenei et son fils, puisque son fils pourrait être, dans ce cas-là, en cas de mort de Khamenei, pourrait être son successeur? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, si c'était le cas, d'ailleurs, contrôle-t-on aujourd'hui, côté américain, qui pourrait prendre la suite? Voilà. Oui, ben bon, faut se souvenir que depuis leur création, en fait, les Américains n'ont qu'un but, c'est pas la guerre, c'est l'expropriation, l'usurpation, l'expansionnisme. Mais s'ils peuvent le faire de façon business, ils préfèrent. Et donc, s'ils pouvaient payer pour se faire l'Iran, je crois qu'ils préféraient vraiment. Quant à leur capacité à nuire à l'Iran, bien sûr, il ne faut pas se leurrer. Ils ont une puissance énorme, ils sont capables de le faire. Est-ce qu'ils ont l'envie? C'est pas évident. Moi, j'ai tendance à croire, mais je comprends bien que ce que je vais dire est tout à fait soumis à contradiction, mais selon moi, il y a trois possibilités. Je dirais qu'il y a 40% de chances que la diplomatie joue son rôle et qu'on aboutisse à un statu quo avec quelques concessions par-ci par-là. Il y a un bon 30% important d'une escalade locale ponctuelle. Effectivement, un destroyer qui se fait planter par un drone iranien, quelque chose de très agaçant dans ce genre-là, mais qui irait pas beaucoup, beaucoup plus loin. Et puis ensuite, il y a le reste qui consiste à dire guerre totale à l'Iran, qui n'est pas une possibilité nulle, évidemment, mais que je crois minoritaire par rapport aux deux autres. C'est une opinion qui souffre contradiction, encore une fois. Quant à la capacité des Américains d'assassiner les deux chefs d'État, ou le chef d'État et le potentiel chef d'État, bien sûr qu'ils sont capables, mais après, il s'agira de mettre un successeur, de contrôler les manifestations, y compris mondiales, qui vont se faire. Et là, je pense que ça fait un peu peur, parce que le fils Pahlavi ne suscite pas du tout l'engouement populaire. Les Américains ont tenté, on a vu qu'il avait été rejeté même par les jeunes, qui étaient censés y être sensibles. Et on laisse un peu tomber parce que ça marche pas. Et même les jeunes savent que le précédent n'avait pas été vraiment un modèle, un parangon de vertu, de tendresse et d'affection pour son peuple. Et la Savac l'a laissé des souvenirs. Et l'idée de revoir revenir les Pahlavi n'est pas du tout une possibilité alternative qui séduit les Iraniens. Donc les Iraniens sont prêts à défendre majoritairement leur pouvoir. Comme vous le savez mieux que moi et comme Fabrice Sorlin l'a bien expliqué, lui qui y a été plusieurs fois, on vit pas si mal que ça à Téhéran. C'est pas l'endroit où j'aimerais vivre en permanence, mais on n'y vit pas aussi mal que le décrivent les journalistes européens. Et je ne crois pas que le peuple suivra facilement, sans régimber, les manipulations américaines. Donc, selon mon point de vue, on se dirige lentement, difficilement, dangereusement vers une forme de concession qui aboutirait à un statu quo calmé. Mais c'est bon, une analyse qui souffre encore une fois la contradiction. Bon, le problème, si tu me permets le problème, en fait, c'est la vision israélienne du changement de régime. C'est-à-dire qu'on s'imagine, c'est ce que j'ai appelé, moi, le syndrome Judith Holoferne, dans la mythologie de l'Ancien Testament. Holoferne est un général perse, je crois d'ailleurs, comme par hasard, qui est sur le point de battre l'armée juive. Et donc Judith est envoyée pour le séduire et dans la nuit le décapite et revient avec la tête d'Holoferne. Et ça provoque un désarroi au sein de l'armée perse et donc finalement l'armée juive s'en sort. Donc cette idée qu'en fait en provoquant la mort des chefs d'État, des généraux, etc., ça va changer la donne, c'est quelque chose qui pour moi est typiquement israélien.
Et le problème, c'est que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché avec le Hamas, ça n'a pas marché avec le Hezbollah, ça n'a pas marché dans la première tentative, donc puisque je rappelle quand il y a eu les bombardements sur l'Iran, ça a été conjoint avec une offensive équivalente, c'est-à-dire d'assassinat de l'élite militaire et politique. Et résultat, aujourd'hui, on en est là. Et cette fois, l'effet de surprise ne fonctionnera pas. Donc, il faut que les Américains se retirent cette idée de la tête, que le fait de s'en prendre au chef, ça va provoquer c'est ce que j'appelle, c'est un des principes du bunker, hein, pour ceux qui suivent mon bulletin, le moment bunker, parmi la pensée magique, il y a le fait que si jamais le chef meurt, ça va changer la donne. Hitler croyait qu'à la mort de Roosevelt le 12 avril 1945, ça allait changer la donne et que les Américains allaient se mettre avec les Allemands pour faire la guerre aux Soviétiques. Ça n'est pas arrivé. Le problème, encore une fois, c'est la question de l'irrationalité. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui y croient à l'arme magique, à la mort magique, à l'armée magique, et puis finalement, personne ne vient. Pas la vie, je suis d'accord avec vous, messieurs. C'est l'acteur créé de toutes pièces en fait par les plateaux de télé européens, parce que même aux États-Unis, c'est pas un acteur qui séduit Trump, notamment. Trump n'a même pas répondu à sa requête. Allez, on finit sur le sujet de l'Iran. Trump a beaucoup de sujets sur la table, notamment, j'oubliais l'Alberta. Hein, ça, c'est arrivé cette semaine. L'Alberta, qui est donc une région du Canada. Alors là, on parle plus d'englober le Canada dans son intégralité, on parle juste de l'Alberta. Accessoirement, l'Alberta est un État où il y a beaucoup, effectivement, de richesses minières, curieusement. Et voilà, là, on parle, côté américain, enfin, côté Trump, on parlerait d'un chèque de 500 milliards pour arracher la région aux Canadiens qui ont été un peu surpris de la mesure. Donc voilà. Non, mais les Scuridiens, ils sont dans le temps. Voilà, c'est du Trump dans le texte, c'est comme ça. Il y a le Groenland, il y a la question, effectivement, je suis d'accord avec toi, Rubio, à mon avis, pousse beaucoup à Cuba, parce que là, on a découvert à nouveau, on en parlait en début d'émission, que Cuba était l'arrière-base militaire des Chinois et des Russes. Donc, gros danger pour l'Amérique. Bref, ça part dans tous les sens. Mais avant de partir dans tous les sens, on va remettre une petite transition pub. Et puis, on va vous parler justement de l'Ukraine et de la Russie et de ces rencontres trilatérales qui ont eu lieu à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Allez, vous le voyez dans ce jingle, c'est Xavier Moreau qui vous le dit. Make Divergence Great Again, c'est marqué sur mon mug. Donc voilà, si vous voulez faire de Divergence une plateforme avec une capacité de vous donner le plus d'informations, les meilleurs moyens en termes vidéo, audio, etc., n'hésitez pas à nous soutenir. Alors, c'est très simple, vous le voyez juste au-dessus de la petite vignette. Comment faire ? C'est gratuit, ça prend 10 secondes. Faites un j'aime à cette vidéo. Et si en plus vous voulez la partager avec vos amis, c'est encore mieux. Merci. N'hésitez pas à mettre d'ailleurs un petit commentaire. C'est pour le référencement, c'est important. C'est pareil, ça prend 10 secondes et c'est gratuit. Abonnez-vous à la chaîne, bien entendu. Activez la cloche. Puis quand je dis abonnez-vous à la chaîne, alors là, c'est mon cheval de bataille depuis ce début d'année. On l'a vu avec notre banni préféré, Xavier. La dictature en Europe, elle est extrêmement active. Donc, rien ne dit que demain, ce ne sera pas Divergence qui sera aussi mise à mort en tant que chaîne par l'Union européenne. Mais si ce n'est pas nous, ce sera peut-être effectivement nos amis de GPTV, d'égalité et réconciliation, de Toxin, de TV Liberté, enfin voilà, tous ces canaux non mainstream, et en tout cas qui ne vont pas dans le sens de la doxa en France, de la doxa politique française et de l'Union européenne. Donc, abonnez-vous à chacun d'entre nous. Voilà. Si nous, on ferme, vous serez uniquement sur GPTV et TVL. Si c'est GPTV, vous aurez Divergence et TVL et Toxin et Égalité, Réconciliation, etc. Et ainsi de suite. Donc, multipliez vos abonnements à tous ces canaux, tous ces acteurs. C'est important pour nous. Puis, bien entendu, ça nous permet d'avoir une visibilité plus importante, donc d'avoir plus de gens qui nous rejoignent par le truchement des préconisations, notamment YouTube. Plus il y a de monde, plus YouTube propose les canaux et les programmes à des personnes qui ne sont pas abonnées. Donc, c'est important. Voilà, c'est important. Ça prend 10 secondes. C'est gratuit. Faites un j'aime. Abonnez-vous. Activez la cloche. Et puis, vous le voyez, il y a un QR code. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin
dans le soutien que vous apportez à Divergence politique, eh bien, avec votre téléphone, vous activez le QR code, tout simplement, et puis vous pouvez nous faire un don. Voilà. Donc, eh bien, je vous remercie d'avance si vous le faites en tout état de cause. Deuxième thème, là, Xavier, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ce qui s'est dit, des secrets d'alcôve entre Américains, entre Ukrainiens, entre Russes à Abu Dhabi. Les Américains sont revenus de la rencontre aux Émirats en disant « c'est merveilleux, on n'a jamais été aussi proches ». Est-ce qu'il s'est vraiment dit des choses pertinentes et qui font qu'on n'a jamais été aussi proche de la paix, Xavier Moreau? Je pense que ça va. On n'a jamais été aussi proche de la paix de toute manière, chaque jour qui passe. Mais je pense que là, ce qui était positif, c'est des rencontres tripartites. C'est-à-dire que c'était pas les Américains rencontrent d'abord les Russes, ensuite ils rencontrent les Ukrainiens. C'est-à-dire que tout le monde se rencontre en même temps, est au même endroit. Et ça permet, je pense, de bien caler les choses. J'ai bien aimé la réflexion qu'a fait l'amiral Kostenov, je crois, qui est le chef de la délégation russe. Déjà, c'est important que les Russes ont envoyé un militaire. Donc, on va parler de choses militaires. Et la chose militaire dont ils ont dû parler, c'est le retrait des troupes otano-kieviennes, notamment dans la partie du Donbass qu'ils contrôlent. Donc, après, il faut que la décision soit prise par Zelensky et surtout que l'Angleterre, la France et l'Allemagne le laissent le faire. Mais globalement, je pense que ça va dans le bon sens. Là, ce qui est annoncé, c'est que des négociations reprennent entre les Russes et les Ukrainiens, toujours à Abu Dhabi le 1er février. Donc, quoi qu'il arrive, ça va dans le bon sens. Et encore une fois, moi, je vois ça donc en tant que citoyen russe et en tant que partisan de la victoire russe. De toute manière, pour les Russes, tout est bon à prendre. Si jamais ça traîne, tout ce que ça peut provoquer, c'est que les exigences russes vont augmenter. Si ça traîne pas, eh bien, c'est la reconnaissance de la victoire russe plus rapidement que prévu. Donc, je reste sur mon pronostic, c'est-à-dire que je pense que cette année, on aura une cessation des hostilités, un cessez-le-feu. Je ne dis pas qu'on sera parvenu à un accord de paix définitive, mais il y aura un cessez-le-feu, notamment aussi parce que l'armée ukrainienne est dans une situation épouvantable. Et puis, non seulement l'armée, mais toute l'Ukraine, même si, a priori, il y a une trêve énergétique qui a été décidée d'une semaine, ce qui a été détruit par les frappes dans la profondeur russe, qui sont une riposte aux frappes sur les actifs énergétiques russes. Il faut bien rendre compte, ça a toujours été, les Russes ont toujours réagi en riposte. La première bordée de missiles, si tu te souviens, c'est en septembre 2022, septembre-octobre 2022, c'est après le premier attentat contre le pont de Crimée. C'est là où tout d'un coup, on a une volée de calibre qui tombe. Voilà. Et à chaque fois que, en fait, c'est l'Angleterre s'attaque à un actif énergétique russe, la riposte est monstrueusement supérieure, mais elle frappe et elle fait mal. Et là, on a assisté hors centrale nucléaire, il n'y a plus rien qui fonctionne du point de vue de l'électricité en Ukraine. Donc alors, là, Xavier, tu me fais un passage de main exceptionnel. On parle d'électricité, Olivier. La Russie, finalement, frappe quasiment tous les jours les installations énergétiques ukrainienne. Je renvoie d'ailleurs à la vidéo, je crois que c'est la dernière vidéo de Sylvain Ferreira sur la question de la légitimité de frapper les installations énergétiques d'un pays lorsqu'on est en guerre. Son explication est extrêmement intéressante et je dirais, enlève le fantasme qu'on voit dans les médias de grand chemin en France et en Europe du côté terroriste ou illégitime de l'action de Vladimir Poutine sur ces centrales ou ces sous-centrales en Ukraine. Donc, extrêmement intéressant. Je vous renvoie j'en suis persuadé, c'est le dernier bulletin d'information de Sylvain Ferreira. Donc, allez regarder pour la réponse. Olivier, donc on l'a dit, pas de frappe depuis 24 ou 48 heures côté russe en Ukraine sur les installations énergétiques. Et là, Trump a rebondi en disant, voilà, j'ai appelé Vladimir Poutine, je lui ai demandé, comme il fait très froid, ce qui est vrai, ceci étant, Xavier, tu peux nous le dire, il fait très froid à Moscou et donc à Kiev aussi, actuellement. J'ai demandé à Vladimir Poutine d'avoir une comment on appelle ça en français, truce, une trêve, merci. Voilà. D'avoir une trêve sur la question des frappes.
et il se réjouit de cette belle victoire diplomatique obtenue. Est-ce qu'on est vraiment dans une trêve, à ton avis, ou est-ce que c'est simplement qu'il n'y a pas eu de frappe pendant 48 heures, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura peut-être pas dès ce vendredi ou dès ce week-end? Alors, est-ce qu'il m'est permis de revenir une fois de plus un tout petit peu en arrière, parce que je prends plaisir à rebondir ou à confirmer les propos complets de Xavier. Et il y a un point sur lequel je reviens, mais je serai bref, promis. Et un élément dans ces tractations diverses et plus ou moins secrètes à Abu Dhabi qui m'intéresse beaucoup, c'est le transfert de tout effort diplomatique ou de tous efforts diplomatiques qui étaient traditionnellement à Genève ou à Washington vers une zone ailleurs. Abu Dhabi, c'est pas en Europe et c'est pas aux États-Unis, c'est vraiment ailleurs, presque improbable il y a quelques années. Et ça aboutit à un autre point, c'est que la France est totalement écartée de toute négociation sérieuse, quand elle ne s'emploie pas d'ailleurs à la contrecarrer. Et ça aussi, c'est un élément nouveau, parce que j'aime bien rappeler que la France a été quand même le pays de la diplomatie avec un D majuscule, et aujourd'hui, plus personne n'a la moindre considération, et les tractations ne se font plus du tout même en Europe, et elles se font sans la France et sans l'Europe. C'est un point important, alors je ne vais pas le commenter, mais je tenais à compléter peut-être, s'il me pardonne, les propos de Xavier là-dessus, parce que c'est important. En ce qui concerne la question sur les trêves, là encore, Xavier l'a plus ou moins dit tout à l'heure, je pense que les trêves, pour une raison ou pour une autre, et d'une façon ou d'une autre, vont augmenter, croître de plus en plus, jusqu'à un moment où une grande stabilité parviendra, en attendant des accords de paix qui, eux, mettront beaucoup plus de temps. Il est très probable, Poutine, moi personnellement, je ne le prends pas pour du tout pour un type inhumain. Il est assez probable qu'il soit sensible à des arguments, si tant est qu'ils soient véridiques, des arguments humanitaires promus par ses conseillers comme par Trump, et qu'il ait envie, effectivement, dans ces périodes de grand froid, de grandes chutes de neige, d'aider un peu à calmer le jeu. C'est un geste de bonne volonté qui lui coûte pas énormément, qui lui permet, lui aussi, à ses troupes aussi, de se ressourcer. Et je pense que c'est non seulement crédible, mais à mon avis, ça reviendra de plus en plus souvent. D'accord. Je Xavier, voudrais juste rebondir, sur vas-y. juste rappeler, lorsque l'OTAN bombarde la Serbie en 1999, Ah il oui. frappe sur le système électrique serbe. Donc, ils n'ont absolument aucune de leçon à donner à personne. Ensuite, ce que la Russie fait, parce qu'elle en a les moyens à l'échelle de l'Ukraine entière, l'Ukraine le fait au niveau de la région de Belgorod. Donc la situation énergétique dans la région de Belgorod est à peu près la même que celle qu'on observe sur toute l'Ukraine. Simplement, l'Ukraine n'a pas les moyens de faire subir ça à la ville de Moscou et de frapper dans la profondeur la grande profondeur du territoire russe. Mais s'il en avait les moyens, il le ferait. Et ensuite, il ne faut pas s'étonner que les Russes bombardent le système énergétique ukrainien, puisqu'on a eu, alors maintenant beaucoup moins, hein, d'ailleurs Rheinmetall a annoncé que finalement ils n'allaient pas construire leur usine, on a eu des grandes déclarations depuis 2022 comme quoi on allait produire ensemble en Ukraine des armements, etc. etc. Dans ce cas, les gars, on va vous couper l'électricité. C'est aussi simple que ça. Donc, il faudrait juste commencer qu'ils commencent par se taire. Et voilà. Et les frappes énergétiques, c'est tout à fait légitime. Et je suis tout à fait d'accord avec Olivier. Je pense que Vladimir Poutine l'a fait aussi parce que, eh bien, ce sont des Russes. Encore une fois, les Ukrainiens, en dehors de ceux de comment dirais-je, de l'extrême ouest de l'Ukraine, qui sont sortis du monde russe il y a 1000 ans, enfin il y a 8 siècles. Les autres, ce sont des Russes, et je comprends que Vladimir Poutine n'a pas envie de les voir mourir de froid. Donc il y a un aspect humanitaire. De toute manière, encore une fois, les infrastructures qui ont été détruites mettront des mois, voire des années à être construites. Ce sera pas facile. Donc voilà, et il y a d'autres cibles maintenant qui sont prises par les systèmes d'armes russes, c'est les ponts, c'est différentes... Les trains. Il y a un train qui a été touché il y a très peu de temps. Olivier, tu veux réagir, pardon ? Oui, pardon. Je vais ajouter une chose, c'est qu'il est connu maintenant que les difficultés de fourniture en électricité, en chauffage et en eau courante dans les quartiers, dans les villes à Kiev ou dans les grandes villes autour de Kiev sont aussi dues
à la désinvolture de l'entretien, du renouvellement, des réparations, qui ont été abandonnées bien avant l'opération spéciale et dont souffrent aujourd'hui les infrastructures de fournisseurs d'énergie. Ça n'est pas la seule cause, naturellement, mais elle est hyper importante et on la mentionne pas souvent. D'accord. Merci, Olivier. Tu as raison de le préciser. L'état du pays, de l'Ukraine était compliqué avant la guerre. Il l'est encore plus. Et ceci étant, Xavier, justement, eh ben, ça attire aussi des changements dans la voie en Europe. Alors ça, c'est une surprise. Où cette semaine, alors qu'on parlait d'une intégration accélérée de l'Ukraine à l'Union européenne pour éventuellement 2027, eh ben, ça a été complètement contredit cette semaine par les autorités allemandes, par le gouvernement allemand, qui a dit non, ce ne sera pas possible pour des raisons de non-respect je dirais des minimums imposés pour un État à rejoindre l'Union européenne. On l'a vu aussi, alors là, c'est pas trop une surprise, mais Orban qui qui a vertement attaqué Zelensky par message sur X interposé, notamment sur la question de ce que Zelensky appelait à donner de l'Union européenne, c'est-à-dire, je crois de mémoire, il appelait à donner 1500 milliards je crois, d'euros pour les prochaines années en soutien, etc. On voit que côté européen, Xavier, il y a peut-être un réatterrissage sur la terre ferme des idéalistes qui voulaient intégrer l'Ukraine à l'Union européenne. Peut-être cette mode est en train de passer un petit peu d'époque, non ? Mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'il n'a jamais été question que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. C'est le grand mensonge de 2014. C'est-à-dire que lorsqu'il y a ce fameux accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne, qui est remis en cause partiellement par Yanukovych, qui pourtant était à l'origine du projet quand même, on a fait croire aux Ukrainiens qui ont cru assez naïvement qu'il était question qu'ils rentrent à l'intérieur de l'Union européenne. Et en fait, il n'y a aucun critère qui est coché par l'Ukraine. Et surtout, quand on rentre dans un traité, on rentre avec des frontières. Quelles seront les frontières de l'Ukraine, quand bien même elle serait autorisée à rentrer dans l'Union européenne ? La Crimée ? Non. Là, les Russes prétendent à 4 territoires supplémentaires pour l'instant, et tout porte à croire qu'ils l'emporteront. Donc déjà, avant même qu'il y ait une promesse d'entrée dans l'Union européenne, il faudrait qu'il y ait des frontières internationalement reconnues et qui ne soient pas remises en jeu. Donc on est encore une fois dans du grand n'importe quoi. Je crois que tout le monde essaie de trouver une sortie honorable à cette catastrophe. Et d'ailleurs, ce que l'on observe de la part de l'Union européenne, c'est qu'on est déjà en train de préparer l'après-défaite ukrainienne, en prenant des décisions dont on espère qu'elles vont dresser un mur de fer, un rideau de fer entre la Russie et le reste de l'Europe pour longtemps. C'est par exemple l'interdiction d'acheter du gaz russe, le gel indéfini des avoirs russes détenus par Euroclear, donc des mesures, parce qu'en fait, ce qui était très intéressant, c'est ce qu'a dit le Premier ministre Fico, le Premier ministre slovaque, qui a dit, mais lorsque la guerre sera terminée, ils se casseront les jambes en courant vers la Russie pour faire du business. Et il a raison. Et la classe dirigeante de l'Union européenne, donc qui est globaliste, qui est vendue à la gauche démocrate américaine, en fait, c'est sa grande peur. C'est-à-dire que non seulement ils vont essuyer une défaite militaire et économique monstrueuse face à la Russie, mais en plus, si ça se trouve, 2 mois après la signature d'un traité, Nord Stream se remettra à fonctionner. Je rappelle, il y a un tuyau qui fonctionne encore, qui pourrait apporter, je crois que c'est 27 milliards de mètres cubes de gaz par an. Et puis, les 3 autres tubes, a priori, sont réparables. Je crois que c'est quelques centaines de millions de dollars, ce qui, finalement, par rapport à l'investissement initial, vaut la peine. Et donc, ce serait une véritable catastrophe pour les mondialistes, pour ces globalistes qui veulent séparer la Russie du reste de l'Europe. Donc, en fait, tout ça, ce sont des comportements qui sont liés à la défaite. Il faut bien le comprendre. Ils sont en train de préparer l'après-défaite en espérant que le mal qui a été fait à notre continent européen, précisément en organisant une guerre contre la Russie, puisse durer. Voilà. Et ça aussi, c'est la grande hantise de l'Angleterre, ils vont perdre l'Ukraine comme base terroriste.
les frappes sur les tankers russes, sur les actifs énergétiques russes, sur l'aviation stratégique russe, la fameuse opération Toile d'araignée, c'est le MI6. C'est pas l'Ukraine, qui est un pays du niveau du tiers-monde technologiquement, qui peut l'organiser. Mais l'Ukraine est le proxy. Mais une fois que la guerre est terminée, qu'il y a un traité qui est signé, c'est fini. Si l'Angleterre veut continuer à couler des bateaux russes, elle devra le faire ouvertement. Et là, c'est la Troisième Guerre mondiale. Donc, en fait, on a affaire à des puissances européennes qui font tout, d'une part, pour que ça continue le plus longtemps possible, pour tuer le maximum de Russes, même si pour ça, il faut encore tuer encore plus d'Ukrainiens, et pour qu'en fait, une fois que la défaite sera actée, eh bien, un rapprochement rapide entre les grandes puissances européennes ne puisse pas avoir lieu. Bon, sur la question des morts, on va en parler. C'est une question que je garde pour clôturer cette émission, Xavier, puisqu'on a eu une information sur le sujet. Olivier, pour finir sur la rencontre d'Abu Dhabi, accessoirement, on a eu l'information par le patron du GRU. La réunion s'est faite les dialogues entre Ukrainiens et Russes, s'est fait en langue russe. Et accessoirement, c'est quand même assez rigolo comme remarque. Olivier, est-ce que ça vaut le coup, ce format Abu Dhabi, où Xavier nous précisait effectivement que le 1er février, c'est-à-dire dans 2 jours, globalement, les rencontres se reprendront. Est-ce que ça a le moins d'intérêt finalement, à part permettre aux gens d'avoir un teint allé et de profiter du soleil des Émirats? Moi, je pense qu'Abu Dhabi, c'est un signal. C'est un signal de fatigue stratégique. Et c'est un aveu que la guerre n'a pas de solution militaire propre, en tout cas rapide. Et donc, Abu Dhabi, c'est une tentative de déplacer les possibilités de réfléchir ailleurs. Je crois que ça a son utilité. Et Abu Dhabi n'est pas novice en la matière. Je pense qu'on y règle surtout des choses dont on parle peu ou de façon très, très rapide. Par exemple, les échanges de prisonniers. En général, ils ont été traités à Abu Dhabi. C'est important. C'est des choses que l'Europe ne sait pas traiter, par exemple. Pardon ? Non. Pardon, j'ai cru qu'il y avait une interruption. Et donc, c'est des choses importantes que l'Europe ne sait pas traiter, mais c'est des choses qui ne sont pas la paix. Et la paix ne se fera pas à Abu Dhabi, ça c'est sûr et certain. Donc, ce qui s'y fait est utile. Ce sont des outils qui amèneront progressivement à fabriquer la paix, mais la paix ne se fabriquera pas à Abu Dhabi. En ce qui concerne la petite anecdote sur le russe, un ami qui vit là-bas m'a récemment informé que c'est les Ukrainiens qui ont demandé qu'on le fasse en russe parce que c'était plus facile à comprendre. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça me plaît. Voilà. Pour une langue interdite en Ukraine, c'est rigolo. C'est bon. Xavier, alors, au lendemain de Maïdan, en fait, il y a eu un gouvernement qui était composé notamment par donc, le Premier ministre était une femme dont j'oubliais le nom, qui était d'origine ukrainienne, mais qui était citoyenne américaine. Et il y avait également un Lituanien qui était ministre des Finances, Abramovicius, donc le réalisateur. Et en fait, la langue de travail du gouvernement ukrainien était le russe, parce que personne ne parlait ukrainien. Enfin, c'était la seule langue qu'ils avaient en commun, faute de parler anglais. Xavier, justement, on parlait, on le voit à l'écran, du nombre de morts disparus, etc. On a une information qui est sortie sur France 24, donc Evoskevo, qui reprend des chiffres, ceci dit, qui sont à peu près véhiculés partout côté occidental actuellement. Et je fais une parenthèse avant de rentrer directement dans les chiffres. On a eu un échange de corps cette semaine. Xavier, c'était 1000 pour 36. 36, ouais. Voilà. Ouais. Et en novembre, on avait eu 1000 contre 30, donc c'est toujours la même proportion. Donc, ça, c'est un chiffre qui est intéressant quand on va aborder justement la dernière question de cette émission, c'est ce fameux rapport qui parle de 500 000 militaires des deux camps, donc ça englobe les deux parties, 500 000 militaires qui seraient donc morts, et globalement 1,2 million, 1,3 million de personnes soit blessées, soit déserteurs, au global. Est-ce que ça te semble cohérent ou pas? C'est du grand n'importe quoi. Déjà, il faut voir les effectifs des armées, que ce soit ukrainiennes ou russes, sont pas celles de la Première Guerre mondiale. Là, aujourd'hui, les Russes ont 700 000 hommes sur le front. Ensuite, les Russes sont, donc d'après, on prend les chiffres qui sont reconnus des deux côtés. Les Russes ont commencé la guerre avec 160 000 hommes. Ils ont ajouté 300 000 hommes donc avec la mobilisation en octobre 2022.
2022, donc ça fait 460 000, alors arrondissons à 500 000. Et après, ils ont continué à recruter et à faire tourner leurs effectifs chaque année autour de 400 000. Donc en fait, s'il y avait eu 500 000 morts, c'est-à-dire que généralement on fait un rapport par rapport au nombre de blessés x2, x3, il n'y aurait plus d'armée russe. Et c'est aussi ça les chiffres absurdes qui ont été donnés, puisque par exemple, mais ça date pas d'hier en fait. Donc d'après les chiffres de l'OTAN, il y avait 160 000 hommes qui sont rentrés en Ukraine en 2022, et ça n'a pas empêché le général Mattis à l'époque, le chef d'état-major de l'armée américaine, d'annoncer en décembre-janvier 2022, début 2023, qu'il y avait eu 100 000 pertes. Ce qui voulait dire que l'armée russe, le contingent russe disparaissait, puisque 100 000 pertes sur 160 000, c'est terminé. Le ministère de la Défense norvégien a annoncé pareil, c'est en janvier 2023, qu'il y avait eu 180 000 pertes. Il y a eu plus de pertes que de soldats dans l'armée russe. Donc tout ça, c'est idiot. Moi, je ne fais pas de pronostic sur le nombre de morts. En revanche, j'essaie de travailler sur ce que personne ne peut nier. Un des premiers éléments, c'est le rapport du nombre de corps échangés. On est toujours dans un rapport de 1 à 30. De 1 à 30. Ensuite, la puissance de feu russe est reconnue infiniment supérieure à la puissance de feu ukrainienne depuis le début. Ça a d'abord été par l'artillerie, et maintenant, c'est la capacité de production russe et les bombes planantes qui se sont rajoutées à ça. Donc, d'ailleurs, les grosses pertes aujourd'hui côté ukrainienne, c'est quand ils font des concentrations trop visibles, et là, tout d'un coup, ils se prennent des bombes de 3 tonnes sur le coin de la figure. Donc, c'est ça qui provoque les grosses pertes. Ensuite, comme souvent pendant les guerres, c'est surtout au début qu'on a les plus grosses pertes, parce que les soldats n'ont pas l'habitude de faire la guerre. On prend la guerre de 14-18, c'est 1914-1915. Les pertes les plus importantes. Verdun, contrairement à ce qu'on croit, bien sûr, il y a beaucoup de pertes, mais c'est infiniment moins que 14 et 15, parce que les soldats ont appris à se battre, à se protéger, etc., etc. Donc là, on observe la même chose, et en plus, il n'y a pas d'assaut de masse. On en a observé en 2022. D'ailleurs, ça a permis, quoi qu'il arrive, à la Russie de s'emparer de 60 000 km² du territoire ex-ukrainien. Donc, il faut quand même le souligner. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on observe des deux côtés, ce sont des petits groupes qui s'infiltrent à l'intérieur des positions, appuyés par énormément de drones. Donc, on n'a pas des masses qui vont se faire, comme on a l'image un peu de 14-18 ou même de la Seconde Guerre mondiale, des assauts de viande, hein, comme on disait. Ça n'existe plus. Donc, il y a moins de pertes, je pense, des deux côtés en 2025 qu'il y en a eu, par exemple, en 2022. Et donc, on a ce rapport-là. On a ce rapport au nombre de prisonniers. Il y a beaucoup plus de prisonniers russes, faits par les Russes que de prisonniers ukrainiens. Et donc, ces chiffres sont faux, c'est clair. Et pour finir, ce que je veux dire, c'est que ça aussi, on rentre dans la pensée magique. Dans mon livre sur Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, je cite Marcel Déat au lendemain de la bataille de Stalingrad et de la retraite donc de l'armée allemande vers Kharkov et vers Rostov. Et à ce moment-là, Marcel Déat dit oui, c'est pas grave, on annonce de nouveaux chars qui arrivent, 50 000 chars, et puis l'important c'est de tuer le maximum de Russes. Et finalement, dans la propagande de guerre, expliquer que l'ennemi a énormément de pertes, ça fait partie de la pensée magique. Alors, quand c'est de la propagande qui est balancée pour des populations, c'est tout à fait normal, encore une fois, de gonfler les pertes ennemies pour tenir le moral de la population. Le problème, c'est si réellement les décideurs politiques et les militaires y croient. C'est ça la question que je me pose. Et on sait que depuis 2022, ils croient n'importe quoi, notamment qu'ils allaient provoquer l'effondrement de l'économie russe. Mais là aussi, encore une fois, avec ces chiffres délirants du nombre de morts, eh bien, on est dans la pensée magique. Encore une fois, si tu prends 500 000 morts, tu fais x3 pour avoir les blessés, c'est la totalité de l'armée russe. C'est clair. Voilà. Mais bon, au moins, ça justifie de continuer à donner d'argent. Tu as raison, ça entretient la propagande. Messieurs, 1000 fois merci. On a passé un très bon moment encore dans ce 65e épisode de Divergence. Je rappelle en 2 secondes, faites un j'aime
Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et puis si vous voulez faire un don, vous, avec votre appareil, l'appareil photo de votre téléphone, eh bien vous scannez le QR code qui est juste au-dessus de la petite vignette, et puis ce sera parfait. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à Divergence Politique, abonnez-vous à nos amis d'Égalité et Réconciliation, de GPTV, de Toxin, de TV Liberté et tous ceux que j'oublie. Forcément. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être ou peut-être pas, avec la question d'une guerre entre l'Iran et les États-Unis qui aura été, ou la question des frappes en tout cas aura été résolue, on le verra bien, Trump est insondable, peut-être que ce sera l'Alberta qui sera alors sous l'hostilité américaine, ou Cuba, on ne sait pas. Ce sera peut-être le Greenland, le Venezuela ou la Colombie. Mais voilà, on découvrira tout ça. Chaque semaine est je pense, un nouveau terrain d'imagination pour Donald Trump. Voilà. Donc, à suivre au prochain épisode. Ce sera le 66e. Messieurs, bonne semaine à vous. Au revoir.